Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Très heureuse aujourd'hui de recevoir Jessica Lapointe. Allô? Allô, Cynthia? Tu es psychologue, neuropsychologue et tu es copropriétaire de la clinique Familiaux du Saguenay. Oui, Ça fait beaucoup de titres, ça, pour une personne. oui, quand même. Comment t'es-tu ramassée à devenir copropriétaire de la clinique Familiaux? Puis qu'est-ce que c'est Familiaux? Deux questions. OK. Mais dans le fond, moi, j'ai commencé par travailler dans le réseau public. Mais en parallèle, j'avais une petite pratique privée. OK. Je suis vraiment tombée en amour avec ce monde-là qui est la pratique privée. L'opportunité s'est présentée à moi de devenir copropriétaire de la clinique de Saguenay. Donc, j'ai vraiment décidé de saisir cette opportunité-là. Au départ, j'ai commencé par travailler au CIUS auprès d'une clientèle là, adulte et personnes âgées. Ah oui, hein? Oui. En CHSLD? Non, vraiment c'était plus. quoi? On avait une clientèle qui était interne, donc OK. les personnes âgées hospitalisées, puis une clientèle qui était plus externe, donc les adultes là, 18-64 ans qui étaient référés par le médecin de famille là, OK. pour des évaluations neuropsychologiques. OK. Hein, on prend ça, je mets ça en stationnement, puis on y revient dans quelques minutes. Après, les personnes âgées, t'as changé, t'es allé dans le monde scolaire? Exactement. En fait, j'avais envie d'acquérir plus d'expérience, puis une autre opportunité s'est présentée à moi d'aller travailler au centre de service scolaire. Donc, j'ai fait quelques années, là, justement, comme psychologue scolaire auprès d'une clientèle enfant, je dirais âgée de 4 ans jusqu'à 12-13 ans. T'étais pas neuropsy dans ces fonctions-là? Non, mais par contre, je faisais beaucoup d'évaluations. Je comprends. Les évaluations dans le milieu scolaire peuvent beaucoup ressembler à ce qu'on fait en neuropsychologie, à quelques OK. petites différences près. OK. Puis la clinique Familiaux, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est une clinique qui est seulement au Saguenay? Mais en fait, non. On a 3 cliniques, mais la première qui a été ouverte était celle de Chicoutimi. Il y a 2 autres cliniques à Rosemont et Boucherville. On est un réseau de Dans le cliniques. secteur de Montréal. Oui, exactement. Spécialisées en santé mentale et services sociaux. OK. Donc, nos cliniques comprennent des psychologues, des neuropsychologues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des ergothérapeutes, des orthopédagogues. Bref, il y a vraiment plusieurs professionnels au sein c'est de nos génial. cliniques. On veut vraiment pouvoir répondre au plus de besoins possibles. Là, Les cliniques Familiaux, donc, c'est un regroupement d'offres de services pour santé mentale, services spécialisés aussi, en fait, justement, au niveau des soins psychologiques. C'est ce que je comprends. Exactement. Toute Mais clientèle confondue. c'est ça, pas juste psychologique, vraiment services sociaux. Services sociaux. Puis, plein dans le ça. fond, les différents professionnels qui vont être disponibles vont varier d'une clinique à l'autre. Absolument. Donc, absolument. actuellement, à Saguenay, ben, on n'a pas de gens en psychoéducation, mais à Montréal, il y en a. Je comprends. Tantôt, t'a parlé, en fait, que tu avais un mandat de psychologue. Puis là, en fait, toi, tu es aussi neuropsychologue. C'est quoi la différence? Pourquoi j'irais consulter une neuropsy versus une psy? C'est quoi la distinction? Parce que je pense OK. que pour bien des gens, c'est comme une espèce de mythe. OK. Mais en fait, les psychologues vont pouvoir, oui, faire l'évaluation des troubles de santé mentale. La majorité vont surtout faire du suivi, de la psychothérapie. Ouais, OK. Les neuropsychologues peuvent faire des suivis aussi. Ça va être des suivis qui vont être différents, qui vont beaucoup être de la réadaptation, j'oserais dire. OK. Mais la plus-value de la neuropsychologie, ou plutôt notre spécialité, c'est vraiment qu'on va aller évaluer les fonctions cognitives des gens. Donc, la mémoire, l'attention-concentration, le fonctionnement intellectuel, tout ça, évaluer ça, c'est notre spécialité. J'avais comme l'impression que le neuropsy, justement, va aller vraiment d'une façon beaucoup plus globale des fonctions cognitives que le psy qui va peut-être s'en tenir à quelque chose de plus spécifique. Donc non, il pourrait faire la même batterie de tests. Ben, en fait, pour pouvoir faire une évaluation neuropsychologique, il nous faut une attestation d'évaluation des je troubles comprends. neuropsychologiques. Ah, OK. Donc, même si on est, nous aussi, des psychologues, on fait partie de l'Ordre des psychologues du Québec, c'est pas parce que quelqu'un est psychologue qu'il va pouvoir faire la même job que nous. Il faut vraiment avoir cette attestation-là. Je comprends. Donc, c'est tout ce qui est troubles de santé, c'est pas les troubles de santé mentale, là, par exemple. C'est pas, mettons, troubles de personnalité, troubles anxieux. On n'est pas dans, c'est pas dans ceux-là. Non, ben quelqu'un qui aurait le double titre comme moi pourrait évaluer les deux, mais principalement, OK. c'est les psychologues qui vont OK, je évaluer comprends. plus les troubles de santé mentale, Fait que comme vous les autres, c'est troubles de plus- personnalité, OK. les troubles anxieux, les troubles dépressifs. Ouais. Puis nous, de notre côté, en neuropsychologie, notre spécialité, c'est vraiment plus d'aller évaluer les troubles neurodéveloppementaux. OK. Euh, Puis ça, mettons, si on en fait une listing, c'est TDAH,
troubles d'apprentissage. Trouble d'apprentissage. Trouble du spectre de l'autisme. Troubles du spectre de l'autisme, douance au potentiel intellectuel ne sont pas, eux, des diagnostics. Par contre, c'est des évaluations qu'on peut faire pour voir si le profil intellectuel là, de la personne correspond à ce qui est généralement observé chez ces gens-là. Mais si on revient dans le fond là, aux troubles, on peut diagnostiquer une déficience intellectuelle là, à l'inverse. Oui, OK, absolument. Puis dans le monde des personnes âgées, là, est-ce qu'on pourrait aller tout ce qui est démence? Bien, c'est exactement là que je m'en allais. Cynthia. Dans le fond, c'est qu'on n'évalue pas juste les troubles neurodéveloppementaux qui, eux, vont être installés dès la petite enfance. Ouais. On va évaluer aussi là, les troubles neurocognitifs légers et majeurs, donc qui étaient autrefois appelés des démences, finalement. OK. OK, parce qu'on parle plus de démence. On n'appelle plus ça comme ça. C'est des troubles cognitifs. En fait, là, la communauté scientifique aime beaucoup changer nos libellés. Absolument. Donc, aux quelques années, on renouvelle les termes, comme par exemple le trouble développemental de la coordination, c'est déjà appelé un trouble d'acquisition de la coordination. Bien là, les démences, maintenant, on appelle ça des troubles neurocognitifs majeurs. OK. Fait quand tu étais dans le CIUS auprès de la clientèle, justement, âgée, adulte, c'est principalement ça que tu allais faire comme évaluation? Oui, exactement. En fait, on travaille... Pour savoir si la personne peut-elle retourner à la maison ou est-ce qu'elle ne pourra pas retourner à la maison en fonction de ses fonctions cognitives. Oui, bien, c'est sûr que ce type de décision-là était prise avec une équipe multidisciplinaire. Donc, on avait des gériatres, donc des médecins spécialisés en personnes âgées là, qui étaient impliqués avec nous, des ergothérapeutes. Il y avait vraiment une équipe autour de ça. Mais nous, notre apport dans ce processus-là, c'était vraiment d'aller évaluer les fonctions cognitives. Donc, d'aller voir, est-ce que la mémoire à long terme de la personne, elle est touchée? Est-ce que son jugement est touché aussi? Ça pourrait toucher la sécurité de la personne à la maison. Puis de voir, là, à partir de là, il y avait des travailleurs sociaux aussi là, qui étaient impliqués, qui regardaient, en fonction des déficits cognitifs, est-ce qu'on a des services qu'on peut offrir à la personne pour qu'elle puisse retourner de façon sécuritaire à la maison ou est-ce qu'on doit lui trouver un autre endroit pour habiter? Là? Je veux qu'on plonge plus dans le monde de l'enfance, mais j'aimerais ça qu'on reste encore quelques minutes dans tout le domaine de la personne âgée. Quelqu'un nous écoute en ce moment puis se questionne pour un membre de sa famille, un parent, un proche. C'est quoi la porte d'entrée? Comment je fais pour aller chercher une évaluation neuro? C'est-tu nécessaire? Est-ce que c'est la première étape? Ce serait quoi la trajectoire, mettons, si je t'inquiète pour un proche? En fait, il y a différentes trajectoires. Ça dépend si on se tourne vers le réseau public ou vers le réseau privé. Si on veut aller vers le public, dans le fond, il faut vraiment passer par son médecin de famille qui va faire une pré-évaluation, parfois même un dépistage cognitif. Puis à la suite de ça, s'il juge là, que c'est pertinent, effectivement, il va référer la personne à un neuropsychologue là, au public. Je te dirais qu'au privé, c'est très différent. En fait, n'importe qui peut décider d'avoir recours à nos services. On n'a pas besoin d'une référence médicale. OK. Ah, c'est bon à savoir quand même. Oui. Donc, si par exemple, une personne s'inquiète par rapport à ses pertes de mémoire, elle peut venir nous voir, puis on va évaluer justement sa mémoire à long terme, sa mémoire à court terme. Puis on va regarder, est-ce que ça correspond à ce qui est normalement attendu à cet âge-là? Parce qu'on ne se le cachera pas, Cynthia, en vieillissant, nos fonctions cognitives, pour la majorité, elles déclinent. Donc, il y a un processus qui est normal dans tout ça. Exact. Mais là, on veut voir, est-ce que la personne a raison de s'inquiéter? Ou pas. Mais à la suite de ce rapport-là, dans le fond, que tu vas produire, là, il va y avoir une ribambelle de recommandations, puis la personne pourrait aller au CLSC avec, pour aller chercher de l'aide ou aller dans divers organismes, peut-être, en fait, pour justement être orienté à aller chercher des suivis qui découleraient de ton évaluation, par exemple. C'est ça, exactement. En fait, souvent, les gens ont tendance à tort à penser que le processus d'évaluation neuropsychologique, c'est une finalité. C'est rarement ça. Ben là, c'est ça, là. Allons là. Puis là, allons-y, mais du côté plus de l'enfance, ado. Le pourquoi, on le sait, on en a parlé tantôt. Tout ce qui est neurodéveloppemental, en fait, c'est un peu pourquoi qu'on voudrait faire un éval. Mais ça donne quoi de faire ça au final? Parce que ça va amener un fameux diagnostic, peut-être pas. Comment tu vois ça? Bien, en fait, je te dirais que ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Ça arrive qu'effectivement, on va faire une première rencontre avec des clients dans nos bureaux, souvent des parents d'enfants. On va faire le tour des difficultés qui sont rencontrées avec l'enfant. Puis, ça m'arrive de dire à des parents, écoutez, je pense pas que l'évaluation neuropsychologique est pertinente. Parfois, ça va être... Ouais, des fois, ça va être, je pense pas qu'elle est pertinente
du tout. Parfois, ça va être de se dire, ben, je pense qu'il y a des étapes avant. Pour aller voir, ben, est-ce que votre enfant va répondre aux interventions? Tu sais, si par exemple, les parents me consultent pour des difficultés comportementales, mais qui n'ont jamais vu d'autres professionnels comme une psychoéducatrice, une travailleuse sociale, une éducatrice spécialisée, tu sais, on pourrait continuer d'en nommer plein. Mais souvent, c'est la première porte d'entrée avant de penser à l'évaluation neuropsychologique. Oui, parce que c'est quand même un processus important. C'est pas une petite rencontre ici et là. C'était quand même exigeant, là, en fait, aussi pour l'enfant de faire ce processus-là. Puis ce qui en découle, en fait. Oui, puis aussi, si on parle du privé, il y a des coûts qui sont associés à ça aussi. Si on parle du public, ben OK, là, les coûts sont pas là, mais les listes d'attente sont longues. Interminables. Donc, on veut s'assurer que l'évaluation va vraiment être pertinente, que le besoin est là. Puis, tu sais, parfois, on va faire l'évaluation, on va poser des diagnostics, mais le diagnostic n'est pas une finalité en soi non plus. On va souvent, par la suite, référer les gens. Par exemple, si le diagnostic, c'est un trouble d'opposition, un TDAH, bien, on va aussi référer les gens vers les professionnels que j'ai nommés précédemment là, pour aller travailler tout ça. Parce que c'est pas vrai que la pilule va tout régler. Veux-tu leur dire encore, s'il te plaît? C'est pas vrai que la pilule va tout régler. Ah oui, absolument, ce fameux débat des fois de la pharmaco et de la psycho, là, en fait, tout ce qui est intervention psychosociale. Je pense que c'est l'amalgame des deux, en fait, parce que si on a vraiment quelque chose de neurodéveloppemental, la médication peut venir aider, mais effectivement, ça ne sera pas magique. Puis là, j'ai comme le goût de te poser cette question. À quel point tu constates que les gens ont des attentes parfois. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe dans ma clinique, mais comme si que le diagnostic allait tout changer. Puis là, quand on prend conscience que, OK, mais ton enfant, il va pas changer demain matin parce que il y a un diagnostic, là, il va falloir qu'on mette des choses en place. J'ai comme l'impression qu'on dirait que ça soulage, mais qu'en même temps, ça amène une espèce de... En tout cas, un mélange d'émotions. Je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu observes dans ta clinique. Bien, l'être humain est fait comme ça. Hein? On a besoin de comprendre. Donc, souvent, on va s'accrocher justement à des diagnostics, à des étiquettes. Puis, tu sais, je te donnerais l'exemple. Parfois, on a des enfants qui vont avoir reçu un diagnostic de TDA, TDAH. Il va y avoir de nombreuses médications qui vont avoir été essayées. Ça ne donne pas l'effet escompté ou les effets sont minimes. On va nous demander de les réévaluer. Autant les parents que les médecins, les professionnels autour de cet enfant-là vont se questionner à savoir, bien, est-ce qu'il y aura un autre diagnostic au final qu'on aurait échappé, qu'on n'aurait pas douté. Puis finalement, ben, on fait l'évaluation. Puis pour certains, il n'y a rien d'autre que le TDA, TDAH. Fait que, tu sais, ça vient nous refléter à quel point, justement, on a parfois, je pense, comme humain, ce besoin de s'accrocher à... un portrait très défini, un diagnostic qui vient mettre des mots sur ce qu'on peut rencontrer comme difficulté. Mais en même temps, on l'a dit tantôt, le diagnostic, la médication, c'est pas tout. La personne va avoir une responsabilité de travailler justement sur ses défis. Puis cette bout-là, ben, la médication ne peut pas le faire pour elle. J'aime ça ce que tu as dit tantôt. Tu as dit, on a mis des mots. Puis là, effectivement, ça vient te permettre de comprendre comment mon cerveau fonctionne, comment mon enfant fonctionne. Mais à partir de là, moi, selon moi, quand on a un diagnostic, c'est OK, maintenant, j'ai une orientation sur laquelle je vais devoir déployer plein d'actions en collaboration avec différents professionnels. Mais le simple fait de m'arrêter à j'ai le diagnostic, je prends peut-être ou pas une médication, ça sera clairement pas suffisant, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que l'évaluation neuropsy n'est pas pertinente. Mais non. En allant évaluer justement le fonctionnement de la cognitive de la personne, on peut aller évaluer où sont ses forces, où sont ses faiblesses. Donc, par la suite, on peut aller solliciter davantage ses forces pour amener un cheminement, puis en contrepartie, d'un autre côté, ben, d'aller pallier les faiblesses. Mais c'est ça, de venir adapter en fait l'environnement. Tu sais, si on pense par exemple à un enfant qui a un TSA puis qu'on essaie d'y imposer quelque chose qui va complètement à l'encontre de comment il fonctionne, on n'est pas en train de s'ajuster à ses besoins. Donc, je pense que dans un rapport neuro, ça nous permet justement de pouvoir vraiment venir mettre des beaux aménagements préventifs sur cet enfant-là, il a besoin de ça, de ça, de ça. Bon, maintenant, est-ce qu'on va être capable de tout lui donner? Ça, c'est une autre affaire, là. Parce que des fois, il y a des réalités qui, des fois, qui sont un peu plus différentes, mais
quand même, je pense qu'il y a tout ce travail-là qui est à mettre en place après là, ce diagnostic-là, finalement. C'est ça, exactement. Mais l'évaluation prend place dans ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Quand diagnostic il y a, on est habilité à le poser. Mais comme tu dis, c'est pas toujours une finalité en soi. Parfois, les gens ont des grands espoirs par rapport à l'évaluation neuropsychologique. On n'est pas toujours capable d'apporter des réponses. Y a-t-il un âge minimum, en fait? Parce que, tu sais, des fois, justement, quand ils sont trop petits, je veux dire, je sais pas, il y a comme de l'ordre du développemental normal de dire, attends un petit peu, là, tu sais, quand est-ce que c'est recommandé de dire, je vais faire une évaluation? Mais je te dirais que ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qui va être suspecté comme hypothèse. C'est sûr qu'on a des tests qui vont être, par exemple, plus limités en termes d'âge. Par exemple, au niveau attentionnel, ceux qu'on a vont débuter parfois à 4-5 ans, mais on en a plus de disponibles à partir de 6-7 ans. Au niveau des fonctions exécutives qui comprennent, par exemple, la planification, l'organisation, la capacité d'inhibition, ben, on a plus de tests de disponibles aux alentours de 7-8 ans. Donc, ça va vraiment dépendre qu'est-ce qu'on veut aller évaluer. Mais si, par exemple, on veut évaluer le potentiel intellectuel, ben, ça, on a des tests qui commencent beaucoup plus jeunes. À partir de l'âge où l'enfant est capable de dire quelques mots, donc à partir d'à peu près 2 ans. Quand on est dans les troubles globaux du développement, un peu plus, là, en fait. Là. Exactement. Si on suspecte, par exemple, un retard de développement, ben là, le neuropsy va pouvoir évaluer l'enfant. Pour ce qui est du TDA, TDAH... Plus tard! Ça va aller plus tard, oui. Oui, c'est ça, exactement. C'est en plein ça. Est-ce que... la manière dont on va faire une évaluation, des fois, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un diagnostic qui a été posé, puis là, plusieurs années plus tard, le diagnostic qui tombe. Ouais. Comment on explique ça? C'est pas quelque chose qui est censé rester, ça? Bien, par exemple, je vais prendre justement le TDA, TDAH. Auparavant, tu sais, c'est comme dans tout. Les recherches continuent d'évoluer. Puis, on a une conception maintenant qui est différente de ce trouble-là. Donc, auparavant, il y a quelques années, on disait qu'une personne qui obtenait un diagnostic de TDA, TDAH dans l'enfance était pognée avec ça pour toute sa vie. Maintenant, ce que les recherches démontrent, c'est que le TDA, TDAH, c'est comme une espèce de retard de maturation des fonctions attentionnelles et exécutives. Puis, les recherches se poursuivent à ce sujet-là, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un certain pourcentage de ces gens-là qui vont obtenir un diagnostic dans l'enfance et dans l'adolescence, que quand on les réévalue à l'âge adulte, ils ne correspondent plus à ce diagnostic-là. Donc, c'est comme si leur cerveau avait rattrapé ce retard-là. Ça peut être l'inverse aussi, je présume. On ne l'a pas diagnostiqué jeune, puis là, de manière, il fait une démarche individuelle adulte, puis là, il se rend compte que, OK... Exactement. Quand on est dans le TDAH plus léger, effectivement, il y a plusieurs personnes qui vont être capables de compenser le déficit ou le faiblesse jusqu'à un âge plus avancé, où là, les exigences de leur environnement vont être devenues trop grandes, puis ils réussiront plus à justement compenser. Fait que souvent, ça va être des jeunes adultes qui, une fois rendus sur le marché du travail ou qui vont avoir bâti leur famille, puis là, ils vont faire face à un mur, puis ils vont se dire, oh, OK, tu sais, oui, j'avais ces difficultés-là attentionnelles quand j'étais enfant, quand j'étais ado, mais là, clairement, il y a quelque chose qui fonctionne plus. J'ai besoin d'aller comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe avec moi, là. Je comprends. C'est qui peut poser des diagnostics de ce genre-là? Tantôt, on a parlé du neuropsy, du psy, puis les médecins? Bien, je te dirais que ça va dépendre, encore là, du diagnostic. Comme le TDA, TDAH, oui, effectivement, les 3 professionnels que tu as nommés peuvent poser le diagnostic. Essentiellement, pour ce trouble-là, le diagnostic ne repose pas sur les atteintes cognitives qui vont être objectivées à l'évaluation neuropsy. C'est principalement la symptomatologie, donc l'impact fonctionnel qui est observé au quotidien, mais moi, les j'ai symptômes. un malaise, Jessica, je vais te le partager, mon malaise, là. Comment se fait-il que, mettons, toi, ça va te prendre comme plusieurs séances pour en venir à, justement, comme le diagnostic, alors que parfois, certains parents me disent, j'ai eu un rendez-vous chez mon médecin de famille, puis je suis ressortie avec un diagnostic. Oui. Bien, en fait, c'est qu'il existe des critères diagnostiques. Peut-être que dans les prochaines années, les choses vont évoluer, puis que maintenant, ça va devenir un critère diagnostique, je ne le sais pas. OK? Qu'est-ce que tu veux dire par critère diagnostique? Dans le sens que ça devrait être... il devrait y avoir certaines personnes... il faudrait qu'il y ait plus de questions? En fait... Il ne faudrait pas aller juste les symptômes. Oui.
Je comprends. Exactement. Au niveau, tu sais, TDA, TDAH, on le dit, c'est principalement, tu sais, les symptômes. Ouais. Donc, si on prend, par exemple, ce qu'on va appeler notre BID diagnostic, le DSM-5, Ouais. donc le diagnostic des troubles en santé mentale, quand on regarde les critères du TDA, TDAH, ben il n'y a pas, Notre il est mot pas de gang question... des leçons, en fait, tant qu'à moi. Mais tu sais, il n'y a Sauf pas que- le portrait cognitif. Si je prends en contrepartie le DSM-5, puis je regarde le trouble neurocognitif majeur, dont fait partie l'Alzheimer, ben le portrait cognitif fait partie des critères diagnostiques. Donc, est-ce que les choses évolueront au courant des prochaines années, puis le TDAH aura un critère de ce genre-là? Honnêtement, je ne le sais pas. Je le souhaite personnellement parce que ce qu'on constate, dans Ouais, le c'est fond, c'est Pourquoi? que dans le diagnostic différentiel, il y a d'autres troubles qui peuvent donner un portrait qui va s'apparenter au TDA, Oui. TDAH. On peut avoir des gens qui vont avoir un trouble anxieux que quand Ouais. on regarde tous les critères du TDA, TDAH, Ils ils ont vont tout. correspondre, mais qu'au final, c'est pas nécessairement dans comment fonctionne leur fonction attentionnelle et exécutive, c'est vraiment que leur anxiété prend trop de place. Même affaire pour les gens avec un trouble dépressif, ça peut facilement être confondu. Puis là, ben, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un psychostimulant qui va être prescrit à la personne. Exact. Puis là, c'est de faire attention aussi parce que ces psychostimulants-là ont des effets secondaires qui peuvent Exact. parfois exacerber l'anxiété. Exact. Puis c'est là que, bon, les autres professionnels vont beaucoup se questionner à se dire, bon, mais tu sais, est-ce qu'on a passé à côté de quelque chose? Ouais. Parce que... Mais ça allait trop vite sur quelque chose aussi. Tu sais, des fois, c'est un peu ça aussi. Tu sais, C'est des fois, ça. là, il peut y avoir une pression aussi, peut-être, de comme il faut faire quelque chose. Tu sais, l'enfant n'est pas fonctionnel, il va pas bien, la famille est à bout de souffle. Mais tu sais, comme. Je comprends tout ça, là, mais tu sais, la saga de trouver la molécule, là, c'est éprouvant pour un enfant et pour ses parents. Oui. Euh, Puis, tu sais, honnêtement, c'est pas tous les enfants qui vont bénéficier de la médication. Il y en a certains que malgré que toutes Ah les ouais, hein? molécules vont être essayées, ça fonctionnera pas. Ah Puis ouais. il y en a d'autres que même les médecins vont rajouter une deuxième molécule puis ça fonctionnera pas malgré ça. La biologie humaine est faite de sorte que ben il y a un certain pourcentage qui est minime quand même, mais Ok, pour qui ouais. la médication ne Ça marche fonctionnera pas. Mhm. Effectivement. Puis en contrepartie, ben, quelqu'un qui n'aurait pas de TDA, TDAH, mais qui prendrait une médication pourrait quand même voir ses fonctions attentionnelles optimisées, donc augmentées, même s'il n'y a pas de TDA, TDAH. Mais on le voit des fois, ça, dans le monde universitaire, en fait, où est-ce que des fois, on va avoir certaines consommations de drogue légales, mais tu sais, dans le fond, qui est comme un psychostimulant qui va venir en période d'examen, j'en prends parce que ça me craint, puis ça me met focus, alors que t'en as pas besoin, ton cerveau n'a pas besoin. C'est parce que tu vas aller chercher comme quelque chose, alors que. Puis ça, ben, c'est à faire attention, là, je pense aussi. Là. Effectivement. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de professionnels qui œuvrent autour de la santé mentale, qui sont sensibilisés à cette problématique-là, puis qui vont être plus prudents, plus réticents, puis qui vont demander des évaluations complémentaires. Exact. Au même titre où moi, par exemple, quand j'ai dans mon bureau un enfant que je vais beaucoup questionner le langage, donc autant au niveau réceptif, compréhension qu'au niveau expressif, même si je peux évaluer le langage, je ne l'évaluerai pas de manière aussi exhaustive qu'une orthophoniste. Ouais. Donc, à ce moment-là, On va ben, ça référer. peut arriver que je réfère puis que je Absolument. demande une évaluation complémentaire. Exact. Fait que, tu sais, là où je voulais en venir, c'est qu'on a de plus en plus de professionnels qui sont plus prudents puis qui vont orienter vers d'autres professionnels. Ben, je vais prendre un exemple avec ma profession originelle. Tu sais, comme psychoéducatrice, souvent, les neuropsys aiment bien quand on a déjà passé. Parce qu'on est en train de d'épurer, est-ce que les interventions, est-ce que si on travaille l'environnement, si on travaille les interventions parentales, la dynamique relationnelle parent-enfant, est-ce qu'on a un apaisement des comportements ou est-ce que malgré ça, ça continue à être difficile. Fait que souvent, en tout cas, c'est ce que je constate. Là, En fait, Cynthia, on adore ça. Quand les psychoéducatrices et les travailleuses sociales ont déjà fait un travail en amont là, avec les parents. Parce qu'effectivement, tu sais, on le sait, on le voit qu'il y a des choses qui ont été essayées. Puis, tu sais, même comme parent, je vais parler pour moi, même si je suis neuropsychologue, puis j'accompagne au quotidien des parents qui ont des difficultés avec leur enfant au niveau comportemental, mais même si j'ai plus de connaissances à ce niveau-là que la majorité des gens,
quand je suis parent. Eh, mon Dieu, Donc- je pogne les nerfs, souvent. Quand j'ai le nez collé sur le problème, Ben oui. c'est difficile parfois de prendre Exact. le recul Ben oui, pour aller évaluer tout à fait. tout ça. Fait que c'est d'autant plus pertinent d'aller se tourner vers un professionnel qui va nous aider à y voir plus clair. Surtout que souvent, dans les recommandations de la neuropsychologie, il va y avoir un service d'accompagnement parental, d'accompagnement pour la gestion des comportements, en fait. T'sais. Donc, si tu l'as commencé avant, ben c'est bien correct, ça va juste te continuer, en fait, après. Puis on va venir à la limite peut-être comme orienter différemment, on va venir travailler différemment. Puis écoute, il nous reste quelques petites minutes ensemble. J'ai comme le goût de te demander, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dans l'environnement familial quand on est avec un enfant qui a un diagnostic? Ben, en fait, avec le rythme effréné des familles d'aujourd'hui, c'est important de prendre le temps de s'arrêter, OK? De ralentir un petit peu ce rythme de vie-là pour regarder justement qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Est-ce qu'on va aller travailler, par exemple, la routine? Tu sais, je peux avoir un enfant qui va avoir une vitesse de traitement de l'information qui va être très lente, puis comme parent, avoir besoin d'adapter en prenant plus de temps. Donc, en réveillant mon enfant plus tôt le matin pour pas qu'il manque l'autobus, pour que moi, je pogne moins les nerfs, que je sois moins stressée, qu'il soit moins stressé. Donc, il y a plein de toutes petites affaires comme ça qui peuvent être mises en place. Mais, tu sais, je réitère le fait que c'est là où, justement, l'accompagnement post-évaluation, post-recommandation par un autre professionnel ou parfois même par le neuropsychologue qui offre un suivi, va être pertinent. Merci tellement, Jessica, d'être avec nous parce que je pense que c'est vraiment pertinent que il y a des choses à faire avec l'évaluation. Un diagnostic, c'est pas une petite chose, c'est important. Ça vient avec beaucoup de responsabilités aussi avec tout ça. Il y a des interventions pharmacologiques, mais il y a aussi tout le reste, tout le après qu'on va devoir apprendre à composer avec justement la suite des choses. Donc, merci vraiment de nous avoir aiguillés sur ce sujet-là aujourd'hui. Ben, merci à toi, Cynthia, pour la belle invitation.